Mindways, le podcast pour rebondir. Être manager, c'est souvent un titre qu'on vous donne bien avant que vous soyez prêt à l'assumer. Vous excellez dans votre métier, alors on vous fait monter. Mais personne ne vous forme à gérer des conflits, à motiver une équipe, à dire non sans créer de tensions. Et très vite, ça devient lourd. Les urgences à gérer, des tensions dans l'équipe, et ce sentiment de devoir tout porter, tout contrôler. Aujourd'hui dans Mindways, je reçois Ludivine Pillard, mentor et consultante en management qui a vécu tout ça de l'intérieur. Propulsée manager du jour au lendemain sans formation préalable, elle pensait que son rôle était de faire le chef jusqu'au crash. C'est cette prise de conscience douloureuse mais puissante qui a tout changé. Dans cet épisode, Ludivine va nous partager son parcours, ses erreurs, les clés pour gérer les conflits avec calme et sa vision d'un management aligné où l'ego laisse place à la coopération. Son mantra, on ne naît pas manager, on le devient. Si vous êtes manager ou que vous vous sentez submergé par cette fonction, cet échange devrait vous parler. Ludivine, bienvenue dans le podcast. Peux-tu te présenter à nos auditeurs ? Merci Sébastien. Effectivement, j'ai été propulsée manager et j'ai exercé un peu à l'aveuglette, un peu en tâtonnant pendant, on va dire, quelques années, 2 années avant la prise de conscience, avant de me dire que ça n'allait pas. Et puis j'ai décidé après de prendre les choses en main, d'aller me former et pour ensuite après mettre les choses sur le terrain, tester, appliquer, voir que ça fonctionnait très, très bien, beaucoup mieux qu'avec les perceptions que j'avais dès le départ et pour avoir après ensuite une force énorme derrière moi au sein de l'équipe pour pouvoir soulever des montagnes. Donc, tu es propulsé du jour au lendemain Ouais. manager. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, je réalise pas trop. Si tu veux, je postule sur un nouveau poste pour moi. La directrice que j'ai en entretien me recrute et quand j'arrive, elle n'est pas là. Donc je démarre mon poste avec une manager en place qui va être amenée à être fortement absente et du coup, je me retrouve à faire son job plus le mien. Et c'est une situation qui va se pérenniser et être officialisée parce que la directrice ne reviendra jamais. Cette personne prend la place de la direction et moi, je me retrouve du coup à la place du manager, sans assistante parce que le poste a été supprimé. C'était trop facile et voilà et du coup, je me retrouve sur ce poste à me dire: «Mais en fait, je veux pas être la chef en même temps», parce que c'est comme ça qu'on m'appelait aussi dans le couloir. Je te présente la chef, je me disais: «Oh, c'est pas moi». Donc voilà, un grand flou, pas du tout prête et pourtant, parce que j'ai cette volonté de bien faire, à dire: «OK, je vais mener mes missions à bien». Avec le recul, comment tu définirais la différence entre un manager de CV et un manager de terrain ? Que du coup, tu es balancé manager un peu comme ça, tu as pas de formation préalable. Du coup, pour toi, la différence, si tant est qu'un manager de CV existe, ça serait quoi la différence pour toi ? Le manager de CV, c'est ce titre. C'est voilà, OK, j'ai accédé à un titre, et le manager de terrain, c'est, OK, je suis là vraiment pour mon équipe, je sais comment la guider, je sais comment, l'emmener vers l'autonomie, enfin voilà, les faire monter, et je suis, un «guide» entre guillemets, pour cette équipe-là. Donc, le CV, c'est bien joli, c'est le titre, c'est ce que j'ai eu au départ. Sans savoir faire et puis après, par la suite, je suis allée vraiment sur ce manager de terrain, qu'on pourrait dire le leader quoi, finalement. Ouais. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est important de dire que être propulsé manager du jour au lendemain, c'est pas un truc rare. C'est souvent comme ça que ça se passe. Moi, ça a été mon cas. Je me suis retrouvé du jour au lendemain à être manager des gens de l'équipe de laquelle je faisais partie. Donc, le 1er du mois, enfin le 30 du mois, ils sont mes collègues directs. Le 1er du mois suivant, je suis leur responsable. Et d'un seul coup, il y a beaucoup de choses qui changent. Ouais, c'est l'évolution la plus difficile en management. C'est évoluer au sein de ta propre équipe. C'est-à-dire que tu avais, un fonctionnement avec tes collègues, tu pouvais, plaisanter avec eux, peut-être râler, sur le manager, parce que ça fait du bien de râler sur le manager aussi. De dire: «OK, il y a ça qui va pas» et puis d'un coup, hop, tu switches et tu incarnes celui finalement
qu'on aimait bien clasher un petit peu, et tu as une posture qui doit changer parce que tu changes et une incompréhension de tes collègues en disant: «Mais attends, il était comme ça avant, maintenant, en fait, ce qu'il critiquait, il l'incarne». C'est très, très compliqué, quoi. Et du coup, donc dans toi, ton parcours, tu es propulsé manager et au départ, tu penses que manager, c'est faire le patron. Ouais. Quelles croyances ou modèles t'ont amené à cette vision-là? Hem, il y a 2 choses, qui m'ont amenée là-dedans. C'est un peu déjà, la société, ce qu'on voyait dans les médias, les films, tu vois, ces grands blockbusters américains où tu as le patron, qui vient, qui tape du poing sur la table, hyper charismatique, hyper fort et qui impose, quoi. Tu pas le droit à la parole, tu as voilà, tu as tout ça. Donc du coup, j'ai été marquée par cette image-là et puis à côté, c'est un peu mon fonctionnement dans la famille, où tu as l'autorité parentale, les enfants doivent se taire, doivent écouter, doivent obéir. Donc, à chaque fois, si tu veux, j'ai cette autorité au-dessus, cette représentation que, voilà, c'est le chef qui impulse et toi, tu dois suivre et écouter et juste parce que c'est le chef, après, parfois à tort ou à raison, tu peux exprimer quand même, mais voilà, tu es là et tu imposes. Donc j'avais beaucoup cette représentation et bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ça t'amène sur des conflits, Ouais. forcément, dont un a priori majeur. Est-ce que tu peux nous raconter pardon, ce moment, charnière et ce qui t'a appris aussi sur toi, à ce moment-là? Hem, ça s'est nourri au fur et à mesure, donc j'avance avec l'équipe et il y a des petits mécontentements, mais on continue à avancer. Il y a des plaintes que je n'écoute pas, parce que j'apprends et moi je dis: «Mais comment ça j'écoute pas?» «Mais si, si, vous me dites ça, 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 si, si j'écoute, mais c'est non». C'est C'est noté, mais c'est non. c'est voilà, donc en fait, je réalise maintenant que je n'écoutais pas vraiment et puis ça finit par exploser. Moi qui vais au boulot la boule au ventre, enfin je suis, hyper mal. J'ai l'équipe qui est scindée en 2, une équipe qui me suit, derrière, complètement, une autre, avec qui ça ne va pas du tout et avec une autre personne qui avait un petit peu, pris le lead, si tu veux, au sein de cette équipe et qui faisait clairement une opposition avec moi. En gros, il y a 2 camps, à vous de choisir. Ouais, tu as dans l'équipe, quoi. Ouais, enfin, c'était, très, très compliqué. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de me cacher, quand j'entendais que ça pétait, je me disais: «Oh, je vais peut-être faire comme si j'avais rien entendu. Peut-être que peut-être que ça passera tout seul». Non, mais j'en rigole tellement maintenant, mais j'étais tellement mal à l'époque et puis, en fait, à me dire: «Non, mais c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça». Je me disais aussi que j'étais peut-être pas faite pour ça, en me disant, bah, voilà, peut-être qu'il y en a, ils sont très, très bien dans ce rôle-là et j'en voyais qui s'en sortaient très, très bien, mais à coup de grandes manipulations et ce que moi, je me suis toujours refusée à faire. Hem, qui ne m'aidait pas en même temps. Si tu veux, ça servait parce que c'était dans la même entreprise, ça ne servait pas ma cause. Donc voilà, je finis par avoir vraiment tout ce gros, gros clash, avec, des soutiens quand même à me dire, «Écoute, il y a des choses que tu fais bien, donc c'est top». Il y en a qui me soutiennent et j'entends pour autant qu'il y a des choses qui ne vont pas et je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce que j'ai aussi la volonté de bien faire, j'ai la volonté d'arranger, mais ma volonté n'est pas forcément très bien perçue et comme, je me retrouve, enfin, je suis trop mal dans cette situation-là et avec plein d'enjeux parce qu'il y a aussi toute une organisation autour, plein d'enjeux qui sont plus grands que moi, je me dis: «Non, mais je peux pas rester». Donc c'est soit, parce qu'en fait, je suis femme de militaire en même temps, donc c'est soit mon mari est muté et OK, je pars ailleurs, je fais autre chose, soit finalement je démissionne et il se trouve que mon mari est muté, ce qui me permet moi de pas craquer dans tout ça, parce que c'était ça au final la clé, c'est que Ouais, c'est le risque. j'allais complètement exploser en plein vol parce que j'avais toujours cette volonté de bien faire et du coup, j'en profite en fait pour partir en formation. Et je fais une formation, en gros de cadre, dans le médico-social, parce que c'était de là que je venais. Je fais cette formation et on m'apporte plein, plein de clés, plein, plein d'éléments, et qui vont énormément m'éclairer en fait ensuite sur le poste que je vais occuper par la suite. Et là, ça a été un vrai switch pour moi, ça a été ce temps de, je peux faire la pause, je peux prendre du recul
Et c'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance-là. C'est pour ça que je veux guider, tu vois, à côté. C'est je peux faire cette pause, du recul et ensuite je vais aller tester, ce que j'apprends là, quoi, Ouais. concrètement. Ouais, non, c'est clair que quelque part, c'est une chance et ça t'a permis, Mmh. 1 de pas exploser en vol, Ouais. et 2 effectivement de pouvoir prendre ce recul, nécessaire. On le dit pas assez et je pense que beaucoup de managers l'oublient aussi parce qu'ils sont dans le feu de l'action, c'est, on est aussi des êtres humains, on n'est pas que le chef, heu et on absorbe beaucoup, Mmh. tout ce qui se passe et en général quand on est, propulsé manager, on a en plus une position qui est un peu, qui est un peu compliqué, qui est le manager de transmission au milieu. Donc, il y a la direction au-dessus, les collaborateurs en dessous et on est au milieu et il faut, satisfaire un peu les 2 côtés. C'est ça. C'est forcément, comment on gère le truc. On n'est pas forcément non plus aligné avec, ce qui vient du dessus, mais on doit quand même le transmettre. C'est pas toujours évident et on a aujourd'hui beaucoup d'outils aussi à notre disposition. Alors soit on a le temps de les apprendre par nous-mêmes et en général, c'est beaucoup comme ça que ça se fait parce qu'on n'a pas le choix, ou alors on lâche l'affaire. Il y en a beaucoup aussi qui lâchent, qui retournent sur des jobs, plus, Mmh. techniques parce que finalement c'est là qu'ils se sentent, le mieux. Gérer de l'humain, c'est toujours, compliqué à tous les niveaux. Tu dis du coup, avoir mis ton ego de côté, c'est une Ouais. phrase qui est quand même très forte. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans ta posture managériale, après cette formation du coup? C'est-à-dire que c'est pas moi, Ludivine, qui arrive, qui est en cause spécialement. C'est, il y a peut-être mes envies, enfin, tout ce que je fonctionne, mais c'est pas moi et si tu veux, je suis arrivée sur un nouveau poste, hyper challengeant, avec, plein de conflits quand je suis arrivée et du coup de dire: «Ah ouais, OK, attends, j'arrive, il y a ces conflits-là, mais ils s'expliquent par l'historique, ils s'expliquent par le fonctionnement de l'organisation et c'est pas dû à moi, ma personne». Donc en fait, ma personne, je la mets de côté et je prends juste mon rôle de manager. Hem et ça, c'est hyper important, c'est de distinguer qui je suis, donc c'est ton ego et du manager, de ton poste, de ta responsabilité. Et du coup, j'ai vraiment fait ce distinguo-là et ce qui était beaucoup plus facile parce que c'était une équipe que je ne connaissais pas, c'était pas une évolution en interne, donc beaucoup plus simple. Utile, ouais. Ouais et du coup, j'expliquais après, c'était les retours que je faisais. Je fais: «Mais attends, la situation, elle est normale, c'est on est sur du A plus B égale C». Elles ont été seules pendant un moment, elles ont dû prendre, à un moment donné, des missions qui n'étaient pas les leurs, elles ont pu prendre une certaine autorité. Moi, j'arrive, forcément, je bouscule, leur fonctionnement et ça va pas passer. Et bah, c'est normal et c'est pas grave, c'est-à-dire que j'avais forcément des résistances à un endroit, d'autres, ça allait beaucoup plus facile. Donc à un moment donné, c'est de dire: «OK, moi, j'ai pas d'enjeu là-dessus». Et ce qui me permet en même temps de beaucoup plus finalement écouter. C'est ça qui est top. C'est de dire, mais une véritable écoute. C'est pas: «OK, j'entends ce que tu me dis, tu voilà, tu m'as dit telle phrase, c'est bien». C'est non, c'est qu'est-ce qui se passe derrière cette phrase-là? C'est essayer de comprendre réellement, d'aller gratter et du coup de peut-être accepter aussi de changer ta direction et ta vision des choses et c'est pas grave, c'est tant que ton point d'arrivée, il est imposé par moment par ta hiérarchie, on va arriver là-dedans. Par contre, le chemin, je m'en fiche. On le fait ensemble, on le construit ensemble. Il y a pas d'importance tant qu'on a ces peut-être des incontournables et là-dessus après, ben, c'est open bar, quoi. On échange, on discute et là, tu as une véritable écoute et quand Mais elles comprennent ça et ben, elles sont prêtes à je dis elles parce que j'avais énormément de femmes, à faire, énormément derrière, quoi. ouais, souvent il y a une phase de persuasion des gens, de leur expliquer aussi ta vision de moi maintenant ce que j'essaye de faire, et je l'ai appris, un peu, dans le bouquin d'Éric Larchevêque. Alors je le faisais sans le savoir, mais c'est un peu le qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire? Tu vois? Tu as quelqu'un qui arrive dans l'équipe, ne serait-ce que lui expliquer ton fonctionnement, Mmh. dire: «Voilà, ça tu peux faire, ça tu peux me le dire. Moi je vais fonctionner comme ça, donc j'attends la même chose ou quelque chose différemment, de toi». Heu typiquement, je prends cet exemple-là parce qu'il est parlant, fais pas un mail si c'est une urgence. C'est une maladie dans les boîtes de faire des mails. Juste à un moment donné, tu décroches ton téléphone, tu m'appelles, tu m'envoies un SMS, tu m'envoies un Teams, tu fais quelque chose, mais
par un mail. Si tu as pris le temps de faire un mail, c'est que c'était juste pas une urgence. Donc de leur expliquer déjà, dès le départ, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu attends d'eux, de la communication, en fait. Mmh. Tout à fait. Et que les choses soient bien claires et qu'en gros, que les règles du jeu soient faites, ça, c'est une chose et après effectivement, c'est ce que tu dis, c'est, peu importe comment on arrive au bout, l'important, c'est qu'on y arrive tant qu'on reste dans le cadre, quoi. C'est ça. En fait, cette pose de cadre, elle est hyper importante. Alors moi, j'ai une étape avant de poser le cadre, qui doit arriver normalement au moment de l'entretien d'embauche, c'est la vision. C'est, la vision de ton entreprise, la vision, toi, ta vision managériale et cetera et c'est est-ce que cette personne, elle va coller tout ça, elle est prête à monter dans ce bateau-là? Sinon, ben, déjà, peut y avoir un loupé et faire que ça ne fonctionne pas derrière, ce qui est dommage. Une fois que tu as ça, effectivement, tu as cette pose de cadre qui est obligatoire. C'est que, moi, je parle aussi beaucoup de règles du jeu. Quelles sont tes règles du jeu à toi? Comment tu joues? Et en profiter pour connaître, eh ben, OK, les fonctionnements de la personne en face. C'est-à-dire que tu le dis beaucoup depuis le début et c'est tellement vrai, on est avec de l'humain. On est tous différents et on fonctionne tous de manière différente, on s'exprime tous de manière différente. Moi, il y a des manières de s'exprimer avec moi, ça va pas du tout passer. Tu me parles avec de l'impératif. J'ai mon adjointe qui me le faisait, je la regardais, je faisais: «Ouais, oui chef». C'est ça passait pas. Mais pour elle, c'était pas du tout un problème, c'était pas du tout, une manière de vouloir s'imposer et cetera, c'était juste une façon de s'exprimer. Donc à un moment donné, quand tu te poses, tu dis: «OK, moi mon fonctionnement c'est ça. Toi en face, quel est le tien? Comment on s'accorde?» et bah, ça passe beaucoup mieux, quoi. Ah non, c'est clair. À quel moment tu as senti que du coup, cette nouvelle façon de faire portait ses fruits? C'est quand j'étais dans mon poste hyper challengeant, heu, en fait, pour te dresser le tableau, je suis arrivée donc je reprends un poste de direction et je récupère 2 postes à temps plein à mon compte, 2 services différents. Un, le responsable s'était suicidé. Il était là depuis, 20-30 ans, donc il était proche de la retraite, enfin voilà, donc du coup, Ouais. très Mmh. présent, un fonctionnement paternaliste, donc avec, des points positifs et des points négatifs, hein, mais du coup très investi auprès de ses équipes. Et puis un autre où c'était un turnover plus qu'annuel. Et alors là, du coup, des équipes qui avaient pris un peu, le pouvoir, au sein de la structure, donc pas simple. Et là, il a fallu, et ben, du coup, aplanir tout ça. J'étais sur 2 fonctionnements différents, ben, faire des ponts entre ces fonctionnements-là, heu et arrive là-dessus une belle crise covid, mais un petit bijou, tu vois? Et comme j'aime beaucoup le challenge, si tu veux, c'était pas un challenge suffisant. Moi, j'habitais dans le sud de la France à ce moment-là. Je faisais les allers-retours tous les week-ends, donc c'était, Lyon, Draguignan exactement. Et du coup, je fais mon confinement à Draguignan, mais en étant toujours hyper présente, ça n'a jamais changé. Et dans tout ça, et ben, c'est là où je dis que j'ai eu une force derrière moi. C'est-à-dire que les équipes, elles ont répondu présent, elles étaient là parce que bah, elles avaient le sens de la mission pour les bénéficiaires. Elles savaient que même si j'étais loin, j'étais quand même présente pour elles. Je répondais, j'essayais de résoudre toutes les problématiques à distance et on m'a dit: «Mais vous êtes pas là, mais on a l'impression que vous êtes là». Et donc là, enfin, si tu veux, dans ce chaos, dans ce chaos total, ça a hyper bien fonctionné et puis quand je suis partie aussi, ça a été, mais tous les signes de reconnaissance que j'ai perçus, enfin, c'était fou, quoi. C'était fou, j'ai été, hyper touchée, mais parce que c'est venu, ouais, c'est venu de toutes parts. C'était une équipe assez importante et voilà et j'ai été, extrêmement gâtée. J'ai eu des mots de sympathie et parfois sur des choses, mais tellement anodines, où une personne, tu vois, ça a été de me dire ce qui m'a le plus marqué, c'était un jour, elle était mal, c'est que vous m'avez fait asseoir et vous m'avez proposé un café et tu vois, juste avoir de la considération, en fait, bah, voilà, ça a hyper bien fonctionné. Mais très souvent, c'est vrai, là-dedans, mon ego n'était pas présent. J'étais dans l'écoute en permanence et en fait, j'étais là pour elle, quoi. Je pense que c'est important, de dissocier la personne, du travail. Ouais. Moi, c'est ce que je dis, alors je le dis aussi bien quand ça va bien que quand ça va pas, mais heu, c'est pas la personne que je juge, c'est le travail accompli. Mmh. Mais C'est 2 choses complètement différentes. c'est dur de faire ce pas de côté, ce distinguo entre les 2 parce que, on se dit: «OK, c'est elle me dit que c'est le travail, mais pourtant c'est moi, c'est ma personne qui a fait le travail».
Ouais. Et du coup, ce pas à passer, il est pas simple. Moi, ce qui m'a aidé, c'est ce recul, et se dire parfois il y a des choses qui seraient dites de la même manière finalement, que ça soit Pierre, Paul ou Jacques, peu importe, mais c'est pas simple. C'est pas Ouais. simple. Ah non, c'est Mmh. c'est clairement pas simple. Du coup, donc tu as pris ce poste challengeant juste après ta formation. Quel est ton plus gros apprentissage pendant cette phase de transition? Hem, Ça a été l'écoute. L'écoute, ouais. Ouais. Je dirais, tellement souvent, mais je pense qu'on a un défaut quand on est manager, qu'on vient du terrain, c'est qu'on n'a qu'une envie, c'est de passer à l'action. On est là, et c'est encore mon défaut aujourd'hui, hein, parce que, je fonctionne comme ça. On voit une problématique, on voit un souci, on n'a qu'une envie, c'est hop, de se retrousser les manches et de foncer. Mais tellement, mais c'est une grosse erreur, c'est la plus grosse erreur qu'on puisse commettre. C'est à un moment donné, c'est de se dire: «OK, tu te poses, tu observes et tu écoutes et ensuite tu peux avancer». Mais d'abord et le plus dur, c'est voilà, pose-toi, ne fais rien quoi et c'est le plus compliqué. Mais, une fois que tu as compris ça, que, tu en plus, tu peux après diffuser des éléments de compréhension auprès des équipes et cetera, ça va tellement mieux, quoi. Ouais, moi c'est pareil, j'aime bien avoir les mains dans le cambouis. Bon après je l'ai dit à toute l'équipe, ils le savent. Mais j'essaye d'attendre, aussi. Je les laisse un peu, faire et puis quand vraiment je vois qu'ils y arrivent plus ou qu'ils viennent me voir en me disant: «Là, je j'ai pas la solution», je me retrousse les manches. Mais c'est dur de pas y aller. Ouais, en fait, faut se freiner soi. Mais c'est tellement le plus beau cadeau que tu peux leur faire, c'est ça, c'est après tu les amènes sur un niveau d'autonomie aussi. C'est comme ça que tu les fais monter, quoi. C'est ça, tu les fais monter. Toi, tu gagnes en plus, en tranquillité parce que tu es pas, happé tout le temps. Tu peux te concentrer sur des tâches, qui vont être plus stratégiques, et c'est juste de dire effectivement, Pierre, quand ils viennent te voir, «OK, attends, est-ce que déjà et d'une, c'est urgent? Est-ce qu'ensuite, tu as des moyens à disposition? Est-ce que tu as regardé?» et cetera. Et en fait, tu poses quelques questions comme ça, effectivement, en te disant: «Bah, au pire, non, vas-y». Parfois, ils grognent un petit peu, mais ils gagnent tellement en autonomie derrière et tu peux les mettre sur des projets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus challengeants. Enfin, c'est royal, quoi. Ouais, le plus beau cadeau que tu peux leur faire, c'est d'être moins présent. Tu accompagnes aujourd'hui des managers qui vivent les mêmes galères que toi à l'époque. Quels sont les blocages les plus fréquents que tu rencontres? Et bah, cette question de l'autonomie, de lâcher prise, de pas être présent derrière, ça c'est une problématique qui est très présente. Après il y a des problématiques aussi organisationnelles qui sont propres à soi. Moi j'adore aller regarder l'état d'un agenda, tu vois? En me disant: «Vas-y, montre-moi ta semaine, à quoi elle ressemble?» Et par moments je vais la regarder, je vais faire: «Waouh, mais j'ai pas envie en fait». Si tu veux juste de regarder, j'ai pas envie, donc on va clarifier tout ça et amener, un peu de souffle là-dedans. Moi j'aime beaucoup dire que, tu dois programmer tes pauses, tu dois programmer des espaces d'urgence, tu dois programmer des espaces où tu es, disponible pour tes équipes, mais tu ne dois pas être à disposition de tes équipes. Ce qui est la grande nuance. Tu es là pour leur répondre, mais c'est pas tout le temps, sauf urgence. Oui, bien sûr. Donc il y a ça, l'organisation, l'autonomie et puis il y a une problématique aussi qui arrive, régulièrement, c'est le fait d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non, c'est un vrai problème parce qu'il y a très souvent cette envie de: «Mais je veux pas lui faire de la peine, mais ça demande en même temps, j'arrive à la comprendre, si j'étais à sa place» et cetera. Donc ça, c'est pas simple et puis il y a cette problématique du conflit où il y en a beaucoup qui sont comme moi au début, qui ont pas envie, voilà, qui sont mal à l'aise face au conflit. Je connais pas beaucoup de personnes qui sont à l'aise avec ça, à part ceux qui la cherchent, mais oui, c'est toujours, toujours compliqué. Moi, mon parcours de manager a été un peu, complexe au départ, c'est ce que je te disais, donc je me retrouve, à manager, mes anciens collègues et pendant, 2 ans, je passe mon temps à leur passer des mauvaises nouvelles. Et un jour, mon boss me dit: «Mais tu sais, l'équipe, elle te suit pas». Je dis: «Bah, l'équipe, elle me suit pas, mais en même temps, je passe mon temps à leur expliquer que ça va pas bien se passer, que là, on peut pas leur donner d'augmentation, que c'est pas bien, que ça va pas, que». Je dis: «À un moment donné, je passe que des messages négatifs». J'ai beau essayer de leur dire: «Votre boulot est bien fait» et cetera, mais malgré tout, et derrière, c'est: «Votre boulot est bien fait, mais ça va pas». C'est horrible, en fait et même pour moi, je me dis: «Mais en fait,
je sape le moral de tout le monde, le mien le premier. C'est compliqué et donc j'ai eu cette aversion après à gérer le conflit, alors que c'est pas quelque chose qui me fait peur de base. Mais c'est vraiment compliqué jusqu'à sortir des phrases, où je me retrouve face à quelqu'un un jour qui me répond: «Non mais ça me fait chier». Et là, je le regarde et je lui dis: «Beh, tu sais quoi? Si je faisais que ce qui me plaît, je ferais pas grand-chose». Typiquement, cette conversation me fait chier. Là, Ouais. peut-être prendre du recul et tu dis: «Waouh, là, j'y suis allé peut-être un peu fort». Mais ceci dit, il y a eu un électrochoc à ce moment-là. Mmh. Et tu te dis: «En fait, faut aussi que les gens comprennent, ta posture managériale et ce qu'elle implique». Ils se rendent pas compte. Non. Tu es le boss, tu es là pour, passer les consignes, les trucs, les machins, trancher quand il faut trancher, passer les messages, ramener la vision de la direction et cetera. Mais ils se rendent pas compte de cette espèce de charge mentale que tu as derrière, de te dire: «OK, donc il faut que je passe ce message-là, qu'il soit positif». Alors positif, c'est toujours plus simple, heu, mais on va annoncer un changement, on va accompagner le changement, on va devoir et comment je prends l'axe, sachant que tu as X personnes dans ton équipe et qu'il y en a pas une qui fonctionne de la même manière et que si tu mets le même message à tous, tu es sûr que tu vas te planter. Que du coup, comment tu trouves X messages pour dire la même chose? Enfin, c'est compliqué, hein. Ouais, tu as dit plusieurs choses, intéressantes. Sur les messages à faire transmettre, moi déjà j'aime bien dire: «Le message que tu transmets, déjà à qui il concerne et du coup, ça sera pas fait de la même manière. Soit il concerne un groupe et tu t'adresses à un groupe, soit il concerne une personne et tu t'adresses à une personne». Une personne. C'est la base déjà, mais c'est une base qui est pas si souvent appliquée que ça et qui du coup emmène plein de problématiques derrière. Ensuite, quand tu as un message désagréable à faire passer de la direction, il y a pas tant de personnes qui s'en saisissent que ça, mais tu es pas obligé de rester seul par moment avec ton message. Tu peux très bien dire: «OK, là, c'est ce message, il est trop à porter par moi seul, j'ai besoin de soutien» et c'est pas grave et très souvent, on va te dire oui, hein, parfois on va te dire non, parce qu'il y en a qui ont pas envie non plus d'aller s'exposer, Oui. ils aiment bien t'envoyer, mais parfois tu peux être surpris par un oui. La seule chose que je dirais, c'est, si tu as pas demandé, c'est ta responsabilité. Donc ça peut être, parfois hyper intéressant de dire: «OK, c'est un message qui est plus grand que moi et par moment, bah, j'ai besoin d'un peu d'appui». Pas à chaque fois, mais par moment, tu vois? Et après dans le conflit, quand tu es sous une autre forme de conflit, au-delà de l'institution, moi j'aime bien, changer de regard par rapport au conflit et de dire, hem, en fait, si tu veux, on nous a appris que le conflit était quelque chose de négatif, que c'était forcément une engueulade, que ça allait mal se passer. Mais si tu le regardes différemment le conflit et te dire: «OK, en fait, on part sur un désaccord». Mmh. C'est un constat. On n'est pas d'accord. Après, tu es pas obligé forcément de partir dans des clashs et dans des haussements de voix et c'est juste de se dire: «On prend un temps et on discute autour de ce désaccord et potentiellement pour en faire un levier d'amélioration». C'est OK, peut-être que ensemble, on peut trouver une solution à cette problématique-là qui sera gagnant-gagnant à la sortie. Ouais, pour tout le monde, ouais. Ouais, pour tout le monde et là, du coup, en fait, ça se passe beaucoup mieux en disant: «Bon, bah, voilà, moi, de ce côté-là, j'ai telle obligation. Toi, en face, tu me dis, ben, que, c'est impossible pour toi et cetera ou tu veux obtenir autre chose, mais peut-être qu'on peut faire tous les 2 une partie du chemin» et ça aide énormément, et c'est ça que j'aime bien dans le conflit aujourd'hui, c'est de se dire: «OK, tu poses un regard différent, tu l'abordes de manière Comment différente pour en comment faire une force». comment on construit sur ce conflit, Ouais. quelque chose d'intelligent, quoi. C'est ça et après tu as l'émotionnel qui peut arriver. Bon, ça arrive toujours, bah, s'il est présent d'entrée de jeu ou tu as de la colère en face de toi ou même si toi tu es en colère, j'ai envie de te dire, ben, on peut faire une pause et on va le traiter plus tard, quand tout ça sera un petit peu redescendu et fonctionner très bien à ce moment-là. C'est pas problématique. Ouais, faut essayer d'enlever l'émotion, le plus Ouais. possible. C'est souvent là que ça part, dans des trucs, Mmh. difficilement contrôlables. Ouais. Est-ce que tu as 1 ou 2 méthodes clés que tu transmets souvent en priorité à tes clients? Ou est-ce que c'est variable aussi en fonction des cas de figure, j'imagine, mais 2-3 éléments clés, qui arrivent quasi systématiquement? Bah, ça va être des choses que je t'ai déjà données finalement, c'est le fait de planifier la pause, où faut apprendre à déculpabiliser pardon dessus. Parce que, la voiture, elle a besoin d'essence pour avancer, bah, toi c'est pareil, tu as besoin de temps de pause pour avancer et tu iras beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en planifiant ces moments de pause-là.
C'est toujours cette écoute. C'est, tu te poses, tu prends le temps, tu creuses l'information. Ça, c'est hyper important. Et après, peut-être dans le dialogue, si tu veux, dans la gestion de conflit, ce que je dis à chaque fois, j'aime beaucoup utiliser la CNV, c'est la communication non violente. Je trouve que c'est un très, très bon outil. Tu commences déjà, tu n'utilises jamais le «je», enfin le «tu», pardon. Le «tu», c'est accusateur, le «tu», c'est problématique. On dit le «tu», tu vois? Donc tu parles toujours de «je» et tu commences par quelque chose, d'hyper factuel. Par exemple, tu as un employé qui arrive toujours en retard le matin. Tu peux dire: «Bah, écoute, moi, je suis arrivé ce matin, les portes étaient fermées, enfin, tu vois? Et j'ai vu qu'il y avait personne» et cetera, sans dire: «Tu es arrivé en retard». Ouais. Ensuite, tu vas dire, les émotions que ça a généré chez toi. Bah, j'étais inquiet, potentiellement parce que, j'imaginais qu'il pouvait avoir arrivé quelque chose Donc, ouais. et j'avais pas l'info. Parce que ça, malheureusement, c'est quelque chose que j'ai connu aussi, donc je suis enfin, voilà, je pars pas de principes que je me suis donné en me disant: «Mais s'il arrive en retard, c'est parce qu'il a rien foutu, c'est parce qu'il traînait, il a bu trop le café» et cetera. C'est non, non, tu dois aller chercher l'info. Donc je m'inquiète. J'étais aussi un peu, en colère parce que les clients attendaient, puis, je me suis pris une rincée, c'était quand même pas super agréable et une fois que tu as fait ça, tu vas exprimer, ton besoin en disant: «OK, moi j'ai besoin que la boutique soit faite à l'heure» et ensuite tu formules une demande. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé ce matin, par exemple? Et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise pas? Pour moi, c'est hyper important parce que, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir une problématique, derrière pour lui, quelque chose bon, ça peut arriver à tout le monde d'avoir été en retard, mais on n'accuse pas. Et de se dire, on a tous le droit à l'erreur aussi. Ça, pour moi, c'est hyper important. C'est vraiment aussi un message que je diffuse et si tu l'acceptes, si tu reconnais tes erreurs toi, si tu le dis aux autres en même temps, tu gagneras aussi énormément d'amélioration de la qualité de service rendu, de prestations et cetera. Et tu vas libérer la parole, en fait, au sein de tes équipes. Ouais. Hem, on parle beaucoup de conflits et de tensions. Comment faire concrètement pour dire non, sans culpabiliser ni créer de tension? C'est une vraie question. Dire non, c'est souvent compliqué. C'est souvent quelque chose qui est mis en avant, dans le commerce. Très difficile de dire non à son client et cetera. Ça l'est tout autant, je trouve, en management. Du coup, quelles sont tes clés par rapport à ça? Ouais, j'ai connu cette problématique de dire non, où j'étais très, très mal, par exemple, la pause des congés. Je trouve que c'est un sujet à chaque fois qui amène des conflits, qui est problématique et quelqu'un qui te demande ses congés, qui te dit qu'il est fatigué, de son année, qu'il a besoin de temps pour se reposer, que si tu attends trop longtemps, il va voler en plein vol et cetera. Enfin, voilà, ça peut être un élément. Si tu lui dis non, c'est qu'il y a une raison. Enfin, c'est qu'il y a une raison, pardon. C'est que ça veut dire que tu opposes un oui derrière. C'est: «Je te dis non, heu» Non, mais à cette enfin, moi, j'aime beaucoup, c'est t'imagines, tu as la main, tu écris non, tu l'opposes à la personne, mais c'est-à-dire que tu as le oui derrière, tu dis oui à toi, oui à l'organisation d'un service, oui à autre chose. C'est pas juste un non, c'est-à-dire que tu as posé quelque chose derrière. Hem, donc c'est à quoi je dis oui derrière finalement? Pourquoi est-ce que je pose ce non-là? Est-ce que potentiellement ce non, je peux le bouger ou pas? Ou est-ce que vraiment c'est pas possible? ouais, OK. Je suis dans quelque chose de bien acté, bien posé et au pire, on essaye de trouver une solution ensemble derrière. Tu peux ouvrir une porte. Tu es pas obligé de la fermer, complètement. Tu peux très bien dire: «OK, ça, c'est non négociable», comme le fait, par exemple, d'arriver, 15 minutes en retard tous les matins. Par contre, peut-être qu'on peut trouver un fonctionnement qui puisse, être plus facilitant pour toi. Mmh. Voilà, Oui, mais c'est une négo, quoi, ouais. quelque Oui, mais négocier, c'est bien. Je Je ne dis pas que ça l'est ouais. pas, c'est même négocier, enfin, tu le dis très bien, c'est dire oui à l'organisation de l'équipe, c'est, dire oui au maintien ne serait-ce que de l'activité. Moi, je sais que j'ai une équipe avec, enfin, j'ai 2 équipes dont une qui a 2 personnes. Si les 2 partent en congé en même temps, il y a plus personne, quoi. C'est ça. Donc, c en fait, c'est pas possible. Donc, oui, je peux prendre une partie de la charge de manière exceptionnelle parce qu'il y a 2 jours de recoupement, mais, ça peut pas durer 15 jours, quoi. Donc, c'est des choses, il faut, i et je pense que qui ce qui résonne aussi dans ce que tu dis, c'est l'aspect communication. C'est-à-dire, c'est pas: «Non et je claque la porte». Mmh. C'est: «Non et je t'explique pourquoi», et ensuite, que tu disais un peu tout à l'heure, on essaie de construire sur le conflit, quoi. C'est ça.
C'est ça. Le non, brut et ferme, il va amener de la frustration, il va amener de la colère potentiellement derrière. Donc autant poser les choses. Tu vois, moi, j'ai eu quelqu'un il y a pas longtemps qui me disait, je sais plus, elle avait refusé quelque chose à une de ses c'était un jour, c'était ça. C'était un jour, elle était en temps partiel, elle avait refusé, une journée posée régulièrement, hem et du coup, ça avait été fait de manière un peu trop abrupte et tu vois, il a fallu le récupérer derrière. Elle sentait qu'elle partait sur un conflit avec la personne. Elle voyait qu'elle se fermait, qu'elle communiquait de moins en moins, qu'elle était beaucoup moins souriante. C'est ce que j'appelle des signaux faibles. Donc elle m'a dit: «Ouh là là, on part sur quelque chose qui sent pas bon» et en fait, juste après, tu vois, de lui avoir redonné les éléments, de clarifier la situation, c'était reparti, quoi. Mais voilà, mais c'est vrai que sinon, si tu vas sur quelque chose de trop brut, trop franc, ça donne cette impression du petit chef, en fait. Ouais. Et ce qu'on veut pas aujourd'hui. Vaut mieux éviter, Mmh. de plus en plus, je pense. Ouais. Le conflit, il est pas que manager-collaborateur, il peut être, intercollaborateur. Oui, Heu, je l'ai vécu, 2 personnes qui peuvent juste pas se voir. oui. Et en général, ça a tendance à un peu pourrir l'ambiance dans l'équipe. Hem, quelles sont, selon toi, les premières choses à faire ou à éviter, justement quand on est manager et qu'on est confronté à cette situation? Alors, la chose à éviter, c'est de faire comme s'il y avait rien et te dire, «C'est personnel, c'est pas pro, donc c'est pas mon problème». À partir du moment où ça se produit sur ton lieu de travail, il y a des impacts et des Ouais, conséquences qui sont pro, donc tu dois le gérer. Ça fait partie de ton rôle. Heu, ensuite, on reprend pareil les choses, c'est tu en discutes. Alors moi, j'aime préfère, heu, prendre chacune personne de manière isolée au départ, pour avoir le ressenti de chacun, savoir ce qui s'est passé exactement. Et pareil, on est factuel au départ. J'ai constaté des éclats de voix, j'ai constaté, qu'en réunion, il y avait des mots qui n'étaient pas, acceptables, enfin, voilà, tout ce que tu as observé. De dire que, effectivement, l'ambiance de travail, tu constates qu'elle est moins agréable que, enfin voilà, X temps en arrière et en fait, tu voilà, tu le traites en disant: «Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas bien quand, du coup, je suis dans la pièce avec vous, tu ne supposes rien, tu restes que sur du ah, factuel». tu écoutes et tu donnes les faits, ouais. Ouais, c'est ça et de dire ce que ça crée chez toi et voilà et j'ai besoin que quand on soit au travail, l'ambiance soit cordiale. Enfin voilà, tu peux dire: «J'ai pas besoin que vous vous appréciez, on s'en fiche, mais une ambiance cordiale» et du coup, comment est-ce qu'on peut régler cette situation? Donc tu fais la même chose avec les 2 et parfois tu auras des éléments de solution dans les 2 qui feront que ça va se régler. Moi, tu vois, j'avais fait pour 2 personnes, une personne qui prenait un nouveau poste, que c'était pas encore fait, mais il y avait potentiellement une notion de management à l'intérieur. Une autre personne, qui disait: «Mais c'est pas possible, elle prend ce poste-là, moi j'adorais la personne qui était avant», donc un conflit de loyauté, et du coup, il a fallu poser tout ça à plat et après, c'est reparti, mais c'est parti tout seul, en fait, en disant: «Mais voilà, il y a pas de problématique de loyauté, c'est pas grave si vous vous aimez pas», enfin et d'arriver et de faire cette posture de tiers, quoi. Mais à chaque fois de manière, désaffectivée, en fait. Si Ah bah, c'est surtout pas le moment effectivement de mettre de non, l'émotion là-dedans. non, c'est C'est ça. effectivement, je pense que c'est ce que tu dis, hein, la bonne pratique, c'est de prendre les 2 séparément, déjà d'avoir leur version des choses, Ouais, et ensuite d'essayer de réunir tout le monde et d'essayer de trouver des solutions, quoi. c'est ça et ça C'est marche pas trop c'est mal. la dynamique de tout le monde. Mmh. C'est-à-dire de prendre de l'info avant, ça te permet potentiellement d'anticiper le clash éventuel quand tu vas les confronter, et de désamorcer la bombe avant qu'elle pète. C'est ça et quand tu les reçois ensemble, tu poses les règles du jeu aussi et Ouais, dès tu le départ. c'est ça et j'avais même fait, tu vois, quand on était en one one et j'aime bien le dire, c'est vous exposez déjà comment ça va se passer. Quelles vont être les règles du jeu à ce moment-là et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et du coup, c'est quand même beaucoup plus simple pour pouvoir s'exprimer et tu hésites pas à reprendre en disant: «Non, on s'exprime pas comme ça», enfin, de manière peut-être un peu moins abrupte que ça, mais Ouais, cadre le truc, quoi. ouais, en fait, tu es garant du cadre à ce moment-là, tu es garant tu es le tiers, quoi, tu es un peu ce rôle de médiateur. Ouais, complètement. Mmh. On parlait beaucoup de justement essayer de pas mettre trop d'émotions dans tout ça.
Quelle place justement l'intelligence émotionnelle, joue-t-elle dans un management qu'on pourrait qualifier de sain? Hem, alors il y a plusieurs choses. Il y a les émotions chez toi et les émotions chez les autres. Du coup, le management émotionnel, c'est être en capacité déjà de les repérer. Premièrement, chez toi. OK, je suis dans tel état, je suis énervée, par exemple. Enfin, j'aime bien parler d'énervement parce que c'est souvent ce qui nous vient. Pourquoi? Qu'est-ce qui a généré cette situation-là? Déjà, le reconnaître, c'est OK, je suis pas en bon état, donc c'est peut-être pas le moment pour moi d'aller sur certains dossiers, auprès de certaines personnes, on va éviter et peut-être le dire aussi à ton équipe. OK, aujourd'hui, je suis pas au top de ma forme, je suis pas bien et cetera. C'est pas un problème de le verbaliser. Au contraire, en plus, tu les encourages en même temps à le faire. Tu es en train de montrer l'exemple là-dessus. Donc voilà, donc déjà chez toi, j'identifie, hyper important et ensuite, ça va être d'identifier chez les autres. OK, je détecte des signes de tristesse, de frustration, de colère, alors le top, c'est quand c'est la joie, ça c'est génial. Hem et ce qui est super, c'est que tu as la roue des émotions, parce que derrière chaque émotion, en fait, va se cacher un besoin. Donc la joie, c'est génial, c'est, le besoin de partager. Donc je vais clamer que tout va bien et enfin, c'est top. Mais peut-être qu'en face, la personne, elle va pas être dans le même état que toi et elle sera pas en mesure de recevoir, tu vois, tout ça. Donc pour toi, c'est important de percevoir les émotions chez toi et chez les autres pour pouvoir adapter le curseur, pour pouvoir repérer des problématiques, et éviter, certaines dérives. Voilà. Top. Autre cas et alors pour le coup, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver, surtout au début, mais pas que, ça peut être aussi quand tu arrives dans une équipe nouvelle où, tu pas forcément maître de la partie technique. Qu'est-ce que tu dirais à un manager qui, du coup, se sent illégitime ou épuisé dans sa fonction? J'ai envie de lui dire que c'est normal. C'est normal qu'on en est tous passés par là, que c'est pas dû à ce qu'il est lui, tu vois? Cette dissociation de la personne. Mais c'est très souvent, parce que, il y a un manque de formation et il y a un manque d'outils. Donc l'idée, c'est de lui donner ses outils. Moi, j'aime bien dire aussi, on arme, tu vois, les managers, comme à l'armée. C'est mon côté femme de militaire, tu vois? Je suis très imprégnée et de dire: «OK, tu t'armes pas pour aller au combat, spécialement. Tu peux t'armer pour maintenir la paix, pour dissuader» et donc là, c'est pareil. C'est du coup avoir toutes tes armes pour, OK, sortir de cet épuisement-là et la légitimité, elle s'obtient de différentes manières. Qu'est-ce que toi, tu as besoin pour te sentir légitime? Est-ce que tu as besoin d'un diplôme? Est-ce que tu as besoin de retours positifs de la part de tes pairs, de ton équipe? De quoi tu as besoin? Mais j'aime beaucoup, le film Ratatouille et cette philosophie dans le film, qui dit: «Tout le monde peut devenir cuisinier». En fait, voilà, peut-être que tout le monde n'y arrivera pas, mais il peut venir de n'importe où et le manager, c'est pareil. Tout le monde peut devenir manager. Mmh. Par contre, voilà, il te faut les bons outils. Tu vas pas aller peindre un mur sans peinture et sans pinceau et ben, manager, c'est pareil. Tu as besoin d'avoir ces éléments-là. Donc ce que tu traverses, c'est normal, mais tu pas le seul et voilà, il faut bien s'outiller pour y aller. J'aime bien dire moi, et c'est ce que je dis aussi à mon équipe quand, alors soit directement quand je prends l'équipe, soit quand j'essaie de re enfin, quand je recrute quelqu'un sur un poste. Alors il y a différents cas de figure. Globalement, je cherche des experts, c'est eux les experts, c'est pas moi. Mmh. Et eux, ils sont plus là pour me dire ce qu'il faut que je fasse, que l'inverse. Alors oui, je suis là pour poser le cadre. Oui, il y a des trucs qui est déjà long que j'attends, mais globalement sur un truc technique et cetera, c'est pas moi qui vais trouver la solution. C'est eux qui l'ont et c'est à eux de me dire justement comment on va le faire, et pas l'inverse. Et c'est aussi être dans cette posture un peu d'humilité, de dire je et d'accepter de dire: «Je sais pas». Oui. Et c'est pas un drame et on va trouver des solutions tous ensemble. Vous, vous êtes la partie expert, moi je suis là pour, m'assurer que c'est conforme à la stratégie de l'entreprise et cetera et on avance comme ça et c'est OK. Ouais. Accepter de Faut accepter de l'accepter et de le dire aussi. En fait, on n'est pas parfait de toute façon, on peut pas avoir la maîtrise de tout et moi, ça va être dans cette culture du droit à l'erreur. C'est de dire: «Ben, OK, de toute façon, les choses, elles évoluent. Vous allez arriver, vous allez être de plus en plus,
pertinent, avoir appris des choses que moi je ne connais pas et c'est pas grave et d'ailleurs je suis convaincue qu'on n'a pas besoin d'être du métier pour être un bon manager. C'est pas ça qu'on attend de nous et tu le dis très bien, c'est eux les experts. Par contre, on doit être là pour, leur donner les moyens, effectivement d'avoir la solution, leur permettre la réflexion, leur permettre, cette autonomie, cette évolution-là, trancher s'il y a besoin, poser ce cadre effectivement. Mais voilà, enfin, moi j'aime bien dire, de toute façon, on peut se planter, vous pouvez vous planter, je peux me planter, c'est pas grave tant qu'on se le dit. Parce qu'alors cacher la misère sous le tapis, c'est une catastrophe Ouais, et ça il faut pas le ressortir, ouais. ouais, ça va exploser plus tard, donc ça va être très, très compliqué. Mais tu auras toujours malheureusement des personnes qui seront incapables, d'accepter que ils sont pas parfaits, que ce qu'ils font, ils peuvent se planter, qui voudront toujours le cacher et c'est pour moi avec ceux-là que ça sera le plus compliqué. Ouais, clairement. Tu dis que le management peut devenir un atout plutôt qu'une épreuve. Est-ce que tu peux nous expliquer cette vision? Heu, c'est quand tu es bien armé que, alors je dis pas que tu rencontres pas de difficultés, tu en rencontres, mais elles sont beaucoup moins surmontables à gérer, et toute cette force que tu as derrière toi, enfin, c'est cette équipe en fait, qui, moi je me suis sentie, soulevée, et avec cette impression par moment de me dire: «Mais j'ai plus besoin d'être là», alors ce qui était pas vrai, mais en me disant: «Mais c'était tellement beau ce qu'elles avaient réussi à créer, à faire sans moi». Enfin, j pour moi, c'est sans moi parce que, c'est eux qui ont l'expertise, c'est eux qui étaient au quotidien auprès des personnes accompagnées. Donc voilà, après on en fait quelque chose de fantastique. C'est passé du chaos à l'harmonie, au rêve, si tu veux, de ton équipe qui roule, tu auras toujours des petits accros, mais c'est pas bien grave. Tu vas réguler tout ça, c'est ton chef d'orchestre qui va, faire que la fausse note au pied, elle s'entendra même pas, quoi, c'est pas grave. C'est le risque aussi, ce moment où tout roule, de dire: «Bah, c'est bon, ça tourne sans moi», de se désengager. Faut faire super attention à ça, parce qu'en général, c'est le début des ennuis. De pas lâcher, de rester, OK, ça tourne et c'est cool et ça apporte une vraie sérénité, mais il faut surtout pas se désengager, et beaucoup ont tendance à le faire parce que, bah, ça roule donc tout va bien. C'est pas parce que ça roule que tout va bien et de pas prêter attention aux petits signes à ce moment-là, ça peut être la sortie de route, quoi. Ouais, les signaux faibles. Enfin, ce que je dis à chaque fois, c'est ma porte, elle était, quand elle était ouverte, c'était en même temps pour prêter attention à ces signaux faibles. C'est de dire: «OK, là, je suis dérangeable. Là, c'est mon code, hein, porte fermée, vous venez pas, porte ouverte, allez-y, vous venez quand vous voulez» et en même temps, j'écoute, j'entends ce qui se passe, et ce qui faisait que dès que j'entendais quelque chose qui n'allait pas, je me levais en me disant: «OK, qu'est-ce qui va pas?» J'aurais très bien pu dire: «Ah, c'est pas grand-chose, je lâche, tout roule effectivement, il y a pas besoin». Sauf que d'avoir cette attention-là, permettait, d'anticiper, des problématiques plus importantes. Alors après, tu as des personnes qui vont venir spontanément vers toi et tu as pas besoin de te lever. Mais je savais que j'en avais d'autres, si je me levais pas, Non, ça bouge pas. ça bougeait pas. Ouais, ouais, c'était compliqué. Donc ça, c'est pareil. En fait, tu adaptes, à chaque fois aux personnes que tu as en face de toi, parce qu'on est tous différents, quoi. C'est clair. Donc on le disait, tu accompagnes maintenant des managers. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet accompagnement? Comment tu procèdes et comment ça se transforme concrètement après sur les équipes, sur le terrain? Alors, en fait, ça va être, soit un one shot. Tu as une problématique qui est ultra précise et du coup, on y répond, tout de suite. En fait, il y a pas spécialement besoin d'aller plus loin. Donc, c'est du one one, c'est en distanciel ou en présentiel. Et après, en fonction du besoin, ça peut être, sur un terme un peu plus long. Donc ça part par un état des lieux, et là, je regarde tout, notamment, ton fonctionnement à toi, comment tu es? Quelles sont tes règles? Qu'est-ce que tu as transmis? Quelles sont tes difficultés? Voilà, un petit état des lieux, pour savoir sur quoi on va aller. Quelle est ta demande, du coup? Est-ce que ta demande, finalement, est vraiment réaliste avec ce que tu veux obtenir? Enfin, donc voilà, ça, c'est important. Parfois, c'est aussi re-questionner ton poste. Est-ce que, c'est vraiment ça que tu veux conserver? Est-ce que tu veux vraiment être dans cette entreprise-là? C'est important. Enfin, pour moi, les valeurs, c'est non
c'est non négociable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es pas en adéquation avec les valeurs, tu vois, on l'a dit au début, tu es là, tu dois porter les valeurs de l'entreprise. Si tu es en désaccord, j'ai envie de te dire, ben, en fait, ne reste pas, ça sert à rien, parce que de toute façon, ton message ne sera pas bon. Toi, tu vas t'épuiser là-dedans et c'est l'un des facteurs de burn-out, hein, être, désaligné avec ses valeurs. Donc là, je pourrais pas grand-chose. Par contre, tu sens que tu es en difficulté, là, on peut aller sur du concret et c'est hyper intéressant. Donc on va passer, ton agenda. Ça, je suis pénible avec ça, mais je ne lâche rien. C'est ton agenda, comment tu t'organises, parce que tu dois retrouver, du souffle et de l'air. Hem et puis après, c'est, tes problématiques concrètes et réelles, ce que tu dois avoir pour moi de l'actionnable à chaque fois, quand tu pars d'une consultation avec moi. C'est, ce qui va être la différence avec la formation. La formation, c'est bien, enfin, tu vois, j'en fais de la formation, mais on est sur quelque chose d'hyper généraliste et parfois tu peux être en difficulté en disant: «Ouais, c'est très bien dans les propos, par contre, dans ma situation perso à moi, c'est quand même, difficile» et puis, heu et puis il y a une telle solitude que d'avoir quelqu'un à côté, ça peut être un grand plus. Donc voilà et c'est pour ça aussi d'ailleurs, par rapport à cette solitude, que je veux faire, nous on s'est rencontrés sur les dîners, des entrepreneurs de Caroline Mignot. Ouais. Et du coup, je veux faire les dîners des managers, tu vois? En me disant, on est tellement seuls, et dans le même principe en disant: «Mais on est là juste à un moment donné, on se pose, on se retrouve, et pas pour aller, faire de la théorie, pas pour avoir autre chose. C'est juste à un moment donné, ouais, on retrouve du lien», parce que je trouve qu'il y a une très, très grande solitude. Ah Heu, bah, c'est le chef, je le mets entre guillemets parce que c'est pas forcément un terme, que j'apprécie, mais même si c'est une réalité, il est souvent seul. c'est ça. Il est souvent seul face à la décision aussi. On l'oublie, mais être responsable d'une équipe, c'est décider, c'est donner l'orientation. Alors même si elle vient du dessus, à un moment donné, il y a des prises de décision à faire, heu et à la fin, cette décision-là, les conséquences de la décision, c'est elles t'incombent. Oui. Donc c'est une vraie grosse responsabilité. Il faut être OK avec ça et c'est vrai que de pouvoir en discuter avec des d'autres personnes, juste ne serait-ce que d'évacuer le truc, bah, ça fait du bien, hein. C'est ça, c'est ça et c'est vrai que tout le monde n'a pas, des sessions entre cadres. Tu en as qui pour qui ça existe, ça fait du bien. Après, tu en as qui ont pas envie d'y aller. Tu vois, on m'a dit: «Mais moi, j'ai pas envie de faire ma pleureuse, dans ce type d'endroit». Donc je me dis: «Voilà, juste un moment, OK, on se retrouve, c'est convivial, on se prend pas la tête» et dire: «OK, je galère, mais je suis pas le seul à galérer». On est on est hyper nombreux dans ce cas-là et c'est normal, quoi. Enfin, voilà, c'est de l'humain. L'humain, c'est complexe. Et de le faire en extérieur, je trouve que c'est une super idée parce que alors on peut le faire en entreprise. Mmh. Je sais qu'il y a des sessions qui sont organisées. Alors soit ça se fait naturellement quand tu es une équipe de managers et cetera, ça peut se faire plus ou moins naturellement et on s'entraide. Il faut pas oublier cette dimension-là, elle est importante aussi, hein, quand on est une équipe de managers, avec plusieurs équipes en dessous, on a le droit de se parler, d'échanger Ouais. et finalement de: «Bah et toi comment tu ferais?» de voilà, de désacraliser certaines choses aussi. Et après, de le faire en extérieur, bah, justement ça peut lever des filtres, qu'on se met en automatique, genre: «Non mais quand même, je vais pas aller, dire que ça, je sais pas le gérer» ou parce qu'on a peur d'être jugé et Mmh. cetera. Alors qu'en extérieur, c'est même si c'est parfois se faire violence, que d'aller, faire des dîners d'entrepreneurs ou ce genre de choses où on connaît personne, on arrive en se disant: «Putain, va falloir que je parle aux gens, Ouais. compliqué». Bah, ouais, mais en fait, une fois qu'on parle, déjà ça se fait facilement et on a tous nos expériences et les confronter, je trouve que c'est vraiment hyper enrichissant, quoi. Ouais, c'est une belle richesse, et c'est ça et c'est vrai que parfois tu es pas en totale confiance avec tes collègues, parce que tu vois qu'il y en a qui ont les dents qui rayent le plancher. Tu te dis: «C'est pas vers elles que je vais me montrer vulnérable». Donc heu, donc voilà, donc dans un endroit où c'est un peu plus sécure, tu vois, je me dis: «Il y a pas d'enjeu», au pire, tu peux faire des super connexions effectivement, t'enrichir de l'expérience des uns et des autres, enfin, c'est hyper précieux, quoi. On arrive sur la fin de l'épisode. Si tu pouvais donner un seul conseil à un manager débutant, ça serait lequel? Tais-toi. C'est tais-toi et attends. Ne va pas plus loin et les silences sont précieux et des silences, tu apprendras énormément.
C'est même une technique, si tu veux, quand tu mènes un entretien, tu te tais et l'autre personne en face aura envie de combler ce vide. Donc tais-toi, tu en apprendras beaucoup. C'est clair. On dit toujours: «On a une langue et 2 oreilles», c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Ludivine, où est-ce qu'on peut te retrouver, si on veut faire appel à tes services et ou simplement échanger avec toi? Eh ben, écoute, LinkedIn, c'est très bien. Donc, voilà, il y a ma page Ludivine Pillard et après, si besoin, on peut prendre un rendez-vous sur mon calendrier qui est dessus et ou m'envoyer un message, voilà. Super. Eh ben, écoute, je mettrai tout ça, en lien, de l'épisode pour que les gens puissent te retrouver facilement. Ludivine, merci. Bah, merci de m'avoir accueillie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il aura été enrichissant pour vous et que vous aurez eu quelques clés pour, manager plus sereinement. Et sinon, n'hésitez pas à faire appel à Ludivine et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Merci. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways ou à la newsletter pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sous Escorlware sur Instagram et X pour des discussions et des aperçus exclusifs. Ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés, reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer des questions ou idées ou suggestions pour de nouveaux épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer de le partager avec toi. Prends soin de toi, que ton esprit continue de s'épanouir. À bientôt.